Dans la nuit du 15 au 16 septembre dernier, un gamin de 18 ans a réussi à infiltrer le réseau informatique de Uber. À ce moment-là, il avait littéralement autant d'accès que le CEO, voire plus même. Et entre-temps, ce qui est fou, c'est qu'on a eu des infos ultra croustillantes, ce qui n'arrive normalement jamais sur des hackings de ce genre-là. Et je vais vous raconter tout ça maintenant. Alors, c'est pas la première fois que Uber a un petit historique sur leur problématique de cybersécurité. Ça commence en 2016, où il y a notamment une dissimulation qu'ils ont faite d'un piratage de données personnelles de 57 millions de clients et chauffeurs, où en fait, ils ont dû payer une rançon de 100 000 balles. Ce qui n'est pas énorme, en bitcoin, à des pirates pour qu'ils ne divulguent pas ce leak. Ils vont être poursuivis par la justice parce qu'évidemment, tu n'as pas le droit de dissimuler cette information à tes clients et ils vont négocier avec la justice américaine comme ça se fait beaucoup là-bas. Ensuite, en 2020, on a revu des petits leaks de quelques centaines de comptes Uber Eats sur le dark web. Ça, c'est pas une faille probablement, c'est des gens qui font du phishing en masse et qui publient ensuite. Et en 2022, il y a eu beaucoup de bruit aussi, les Uber Files, donc ce leak massif de documents fait par un certain Mark McGann qui était lobbyiste chez Uber entre 2013 et 2017 et qui va mener notamment aux révélations sur la gestion de l'affaire Uber Pop en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, où il y a eu un deal passé justement entre Emmanuel Macron qui était ministre de l'économie à l'époque, qui avait fait grand bruit. Donc voilà, il y a un petit historique déjà sur Uber, mais vous allez voir que limite tout ça, en comparaison de cette histoire est faible. Donc, le point de départ de ce piratage, ce serait le PC d'un prestataire externe qui travaille pour Uber. C'est la classique du prestataire, exactement. Qui aurait été donc infecté par un malware. Donc, sur des screens qui ont été transmis par les attaquants à des journalistes, on peut voir notamment ces fichiers-là. Donc ça, c'est vraiment son écran, il est en train de faire ses piratages et tout. À un moment, on voit ça. Et en gros, ça, ce serait des fichiers de log d'un stealer qui s'appelle Redline. Alors, un stealer, c'est quoi ? C'est un type de malware qui, une fois exécuté, va chercher à exfiltrer un maximum de données d'une machine. Donc, vous chopez un virus, si jamais c'est un stealer, ce qu'il fait, c'est que dès qu'il est exécuté, il va les regarder dans les mots de passe enregistrés sur Chrome, dans les cartes bancaires qu'il y aurait sur votre ordi, etc. Et il va compacter tout ça dans un joli fichier de log qu'il y a juste avant et qui va en gros détailler tout ce qui est inscrit dans le fichier. Donc, ça ne fait pas plaisir quant à ça. Et comme vous pouvez le voir sur cet écran de configuration de Redline, il y a une petite option qui permet notamment de récupérer des credentials, donc des identifiants d'un VPN qui serait setup sur la machine. Ça, comme ça, on dit, un VPN, il avait NordVPN ? Non, c'est pas ça. C'est pas ce type de VPN. Quel type de VPN c'est ? C'est le VPN d'entreprise qui te permet en fait d'accéder à distance au réseau interne d'une boîte. Donc concrètement, une boîte, elle veut éviter d'exposer ses services internes, etc. Et donc, elle fait en sorte que tout ça soit inaccessible de l'extérieur. Heureusement, c'est pour des questions de sécurité. Mais avec le télétravail, on a envie quand même que les employés puissent accéder à certains trucs. Et donc, on leur installe un VPN. Et donc, des credentials d'un VPN, ça veut dire que c'est comme si tu pouvais te téléporter à distance dans le bureau de Uber, en gros. Ouais. Donc déjà, c'est pas mal. Mais c'est pas si simple, parce que les entreprises, elles savent que c'est un truc à risque, et donc elles vont mettre en place de la double authentification. Double authentification, c'est le SMS, la notification que tu as sur ton téléphone. Donc c'est censé garantir que même si ton mot de passe il fuite, normalement, l'entreprise est safe. Mais non, pas dans notre cas. Pourquoi ? Il a utilisé une technique vraiment de singe, tout simplement, alors ça s'appelle de la MFA fatigue, il me semble, et donc c'est concrètement un spam qu'il fait constamment sur ton téléphone où il t'envoie des notifications de double authentification. Donc, en gros, toi, de ton point de vue de victime, tu vois des pop-up et des pop-up et des pop-up qui te demandent d'accepter un truc de double authentification. À un moment, tu sais que c'est pas bien de cliquer sur OK, mais ça te saoule en même temps. Ah, et tu sais pas que c'est un hack, toi. Tu te dis ça bug en fait. Exactement. Et en gros, pour améliorer encore ses chances de réussir son piratage, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un message sur WhatsApp à la victime en se faisant passer pour le support IT de Uber. Okay. Il a dit, on a un bug, surtout c'était la nuit, je crois, donc chiant. Donc il a envoyé un message, on a un bug, il faudrait que tu acceptes la notification et après ça va s'arrêter. Et évidemment, mais c'est super louche. C'est super louche, mais franchement... Parce que de base, normalement, quand tu travailles en entreprise, le service IT ne te contacte pas sur WhatsApp. C'est ça, non mais du coup, on est d'accord que toi, tu es au courant de ça. Mais le prestataire, à quelqu'un qui le spam à 11h du mat, il se dit flamme. Il finit par appuyer sur OK. Et là, c'est le début de la fin, tout simplement. C'est le drame. C'est là que concrètement, il commence à avoir l'accès au réseau interne. Là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va scanner donc
toutes les machines qu'il voit sur ces réseaux. Et il finit notamment par tomber sur un drive partagé, ce qu'il peut y avoir régulièrement. Il fouille ce drive, et là, il se met à trouver des scripts PowerShell qui permettent d'automatiser des choses sur Windows. Ça n'a pas trop quelque chose à faire sur un drive partagé, en général. En général, c'est pas trop logique que ce soit là. Il se balade dedans, il fouille, et il finit par tomber sur un combo identifiant mot de passe qui permet d'accéder à un outil qui s'appelle Thycotic. Alors, Thycotic, en gros, dites-vous que c'est un peu comme un gestionnaire de mots de passe ou d'identité d'une entreprise. Game over. Échec et mat. Et là, c'est la merde, puisque en gros, c'est le point d'entrée magistral. C'est le master password. Exactement. Et grâce à ces identifiants, il pouvait, lui, se téléporter en tant que, je disais, mieux que le CEO. Oui, littéralement, ouais. parce que là, c'est le root password de toute l'IT. Enfin, voilà, c'est n'importe quoi. Donc, concrètement, accès au Google Drive de toute la boîte, au Google Workspace, accès au hyperviseur des machines virtuelles. Donc là, c'est-à-dire que tu as accès à l'ensemble des serveurs, accès à AWS. Donc là, si vous reconnaissez un petit peu Oui. cet endroit-là. C'est le début de la fin. Exactement. Là, les gens qui nous regardent, qui sont en sécurité, suent. Ouais. Vraiment, si voir quelqu'un qui fait un screen de cet endroit dans ta boîte, ce n'est pas une bonne nouvelle. Vraiment, chez toi là. tu peux directement abandonner puisque voilà, c'est fini. Les services financiers, il avait tout ce qu'il voulait. Et un truc marrant supplémentaire, c'est qu'il avait accès à la plateforme de bug bounty d'Uber, en gros, Uber a un compte sur HackerOne, une fameuse plateforme de bug bounty qui rétribue les hackers pour trouver des failles. Sauf que souvent, les failles, le deal, en gros, c'est que je te donne de l'argent à toi, hacker qui a trouvé une faille. En échange, tu vas pas le crier sur les toits. Le temps que nous, on la corrige, etc. Et puis, on n'a pas envie de savoir que tout le monde sache qu'il y a une faille. Donc, un accès au logiciel de gestion HackerOne, surtout que là, en gros, donc Philippe Lee, c'est le nom du compte qu'il avait. Et en gros, c'est quelqu'un qui est dans la réponse à incident de la boîte. Donc, c'est des gens qui ont vraiment des accès de malade mental. Ouais. Donc là, en gros, avec cet accès unique, il avait accès à toutes les failles qui avaient été découvertes récemment sur Uber, qui n'avaient peut-être pas encore été patchées, voilà, le temps que ça se fasse. Et donc voilà, pareil, ça pique. Mais du coup, il en a fait quoi de toutes ces données? C'est ça qui est, entre guillemets, le pire, c'est qu'il avait accès à ça, il avait accès à l'outil de gestion, donc ce qui s'appelle Duo, qui permettait aussi de bypasser entièrement toutes les doubles authentifications de la boîte. Il avait les clés du royaume, et qu'est-ce qu'il en a fait? Absolument rien, à part troller les gens. Et donc, il s'est rendu sur tous les tickets de problèmes de HackerOne, etc. en disant « je vous ai hacké, je vous ai hacké ». Il allait sur le Slack de la boîte en disant, avec le compte de quelqu'un, en disant « les gars, je vous ai hacké ». Personne ne l'a cru. Et du coup, il a fallu au final que Uber envoie un mail qui s'appelait « Urgent, n'utilisez plus Slack » pour faire passer le message que actuellement ils étaient infiltrés. Ça n'a pas marché. Vraiment, les employés n'en ont toujours pas. Et du coup, ils ont fini par Uber a été obligé de fermer plein d'outils internes le temps de gérer cette crise. Le troll ultime, c'est qu'il a reconfiguré donc l'OpenDNS de la boîte qui permettait de faire pointer tous les services internes vers le bon serveur. Et donc, ça redirigeait vers une page avec de la pornographie, avec écrit bien joué. je vous emmerde, bande de branleurs. Mais on en sait un peu plus sur la personne, genre son âge. On en sait un peu plus sur la personne, et notamment sur son âge. Parce que là, c'est pas le premier truc qui me serait venu à l'esprit. On est d'accord. Et tu vas voir que tout fait sens, puisque on a attribué l'attaque, Uber a attribué l'attaque au groupe Lapsus, auquel appartiendrait un jeune de 18 ans. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Ils sont connus en fait déjà pour s'attaquer à des grosses boîtes comme ça, donc Microsoft ou Cisco, et faire beaucoup de bruit. Parce que là, si on a accès à tout ça, alors nous, c'est passionnant, parce que du coup, on a accès à des trucs qu'on ne devrait pas d'habitude. Toutes les grosses attaques, elles sont mises sous silence, on n'a jamais d'informations dessus. Là, on a accès à des gros gamins, vraiment. Et donc, ils adorent show off et publier tout ce qu'ils font. Ah, mais du coup, il en a même pas profité pour essayer de gagner de l'argent. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'ils essayent parfois d'avoir des petites négociations. Ouais. Mais tu le vois dans certains de leurs messages qu'ils ont publiés, avec Microsoft ou Cisco, voilà, ils ont rien réussi. Enfin, tu vois que c'est quand même que sur le plan technique, il y a des trucs qui sont intéressants. C'est pas non plus les premiers noobs qui passent, mais on voit quand même qu'ils achètent leurs identifiants sur le dark web. Souvent, c'est ça un de leurs points d'entrée. Donc voilà, ils passent pas par des zero day ou des trucs comme ça. Donc, en termes de technicité,
Il n'y a rien de vraiment incroyable, mais on peut quand même les reconnaître que Ils sont malins. Ouais. ils sont malins parce que voilà, avoir des accès aussi élevés dans autant de grosses boîtes, c'est quand même assez impressionnant. C'est aussi eux qui sont suspectés d'avoir leaké le code source de GTA 6. Ah, je vais t'en parler là. Ouais, justement. Exactement. Donc ça avait fait beaucoup de bruit. On pense que c'est lié à l'arrestation d'un jeune de 17 ans à Londres, qui a eu lieu peu après cette histoire de Uber. Ouais, c'est ça, parce que c'était un gamin, GTA, c'était justement un gamin, mais lui, il avait essayé de faire du chantage justement pour gagner des sous. Exactement. Ce qui est, en général, quand tu fais ça, tu te mets dans un autre niveau de merde ensuite. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est le groupe Lapsus. Tout n'est pas élucidé, c'est pour ça que voilà, il y a des petits trous dans l'histoire. On verra à l'avenir, par exemple, s'il y a des infos du code source de Uber qui pourraient leaker. Oui, Ouais. comme Twitch. Exactement, parce qu'il a eu accès à tout ça. Je pense qu'une fois installé là-bas, il a peut-être fait un petit clic droit téléchargé sur la codebase, tu vois. Voilà. Copier-coller. Du coup, ça veut dire que, enfin, en gros, là, Uber, ils sont vraiment, ils sont dans une merde pas possible. Ouais. Parce que du coup, ils peuvent même pas savoir en fait ce qu'il y a à l'avenir dans leur code. Alors, il faut qu'ils changent tout, quoi. Bah, en gros, ce qu'ils peuvent savoir, et je pense qu'ils doivent avoir un moyen de remonter les logs, tu vas savoir exactement qu'est-ce que lui il a fait. Ouais. Ça, à mon avis, ça se remonte. Et ils doivent savoir aussi à telle date quelles étaient les failles qui étaient disponibles sur HackerOne. Et donc, ils doivent partir du principe que toutes ces failles peuvent dès maintenant être dans la nature. Donc, suite à toute cette affaire, on a vu passer ce joli post sur LinkedIn de quelqu'un qui montrait les nouveaux recrutements effectués chez Uber, n'est-ce pas? Comme tu dis, c'est toujours un peu tard, mais c'est assez marrant de voir la nouvelle motivation de recrutement de personnes de la sécurité. Mais du coup, l'impact pour les utilisateurs. Parce que, par exemple, moi, je suis utilisatrice d'Uber. Oui. Il y a peut-être un gamin de 17 ans qui sait où mes aller. infos, ouais, voilà. Ou est-ce que, genre, je sais pas, les données de ma carte bancaire. Non, mais on rigole, mais tu as tout à fait raison. C'est pas du tout une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs d'Uber. On ne sait pas ce qui va pouvoir sortir. Alors, eux, comme d'habitude, exactement. Eux, dans leur communiqué, ils vont être très rassurants et te dire que voilà, rien n'a été touché. Le fait est qu'en 2016, ils ont déjà un historique d'avoir masqué ce genre de choses, ce genre d'informations. Donc, objectivement, tu n'as aucun moyen de savoir et de te protéger sur cette fuite d'informations possible. C'est super. Mais surtout que je ne vais pas faire peur, mais moi, j'ai l'habitude de travailler sur ce type de données avec mes étudiants. Et en fait, dans Uber, c'est abuser les infos qu'ils ont sur toi. C'est vraiment énorme. Et genre, par exemple, ils peuvent savoir exactement, juste pour prendre l'exemple de Uber Eats, ils savent, par exemple, où est-ce que tu as commandé quand tu as commandé. C'est-à-dire que, imaginons que tu as commandé un plat à livrer chez toi. Si tu n'étais pas chez toi au moment où tu l'as commandé, ils ont l'info. Tu vois, c'est pour te dire la précision qu'ils ont. Ouais. C'est pas une entreprise qui est connue pour, on va dire... faire du data mining ou des... Elle garde les choses, on va dire. Elle a les infos. Donc, du coup, de dire qu'il y ait tout ça par rapport à la vie privée, c'est beaucoup, quoi. C'est une grosse source de données auxquelles ils ont accès. Moi, je me suis demandé si vous aviez dans vos boîtes déjà connu des piratages un peu importants. Alors, c'est pas pour moi, mais j'ai un ami qui... une personne que je connais qui bosse dans une grosse boîte en sécurité, justement. En fait, quand tu es une entreprise qui, notamment, a de la concurrence à l'international, tu vois, des fois, c'est carrément géopolitique, le métier de sécurité informatique, parce que tu dois faire attention à l'ingérence des autres pays, on a des attaques dans tel fuseau horaire. Moi, c'est une anecdote que j'ai eue, justement, un pote qui me disait, en fait, on voit qu'on a des attaques sur des heures de bureau, mais décalées, par exemple, je dis au hasard, mais à H+6. Donc, du coup, si on regarde sur le fuseau horaire, on voit qu'on est sur les heures de bureau de... ce fuseau horaire, donc c'est forcément ce pays-là qui doit nous attaquer, et que c'est fait dans un cadre très concret parce que ça commence à 8h, il y a la pause à midi, et ils reprennent ensuite à 14h, c'est jusqu'à 18, et puis à 18h, fini. Et il voit, et il dit, et du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ces rapports, il n'a pas le droit de faire de suppositions. C'est très politique. Au final, il n'a pas le droit de dire on pense, je sais pas, je dis vraiment au hasard. Mais tiens, on s'est fait attaquer sur les heures de bureau chinoises, donc c'est sûrement les Chinois. T'as pas le droit de dire ça parce que c'est trop. Même si t'as des forts soupçons. C'est ça, parce que c'est presque pas une déclaration de guerre, mais c'est important, tu vois, de dire ça. Et donc, du coup, moi, des fois, j'ai ce genre d'anecdote, donc que je vis pas moi, mais bon, lui est un crack monumental. Mais des fois, il me raconte des trucs et je suis en mode c'est sympa. Et puis. Mais c'est vrai que ce truc est pas forcément connu que. Il y a une taille d'entreprise et aussi suivant la criticité du business que tu fais, où il y a un moment où tu commences à devoir te rapprocher aussi d'entités étatiques de l'ANSSI ou de trucs comme ça. GSE. Exactement, puisque comme tu dis,
tu passes un cap et tu commences à avoir des questions de géopolitique, effectivement, de concurrence de pays et tout. Ça, si ton entreprise, elle est régalienne, tu vois, imaginons que même tu bosses pour une entreprise qui est privée, mais dont les services sont importants pour l'État, pour qu'il puisse tourner. Il y a eu le cas récemment avec l'affaire Alstom, par exemple, où c'était grave parce que, en fait, on perdait une entreprise qui nous faisait, bon, je vulgarise, mais qui nous faisait nos turbines nucléaires. Et donc tu te dis, ça veut dire que là, demain, on l'a vendu aux Américains. Si les Américains décident de pas nous vendre la pièce, on n'a plus de courant en France. Et donc, en fait, ça, c'est de l'ordre du régalien. Et donc, quand tu fais de la sécurité dans des entreprises régaliennes, en fait, t'as directement des missives de l'État qui te dit, mais t'as des petites formations gratos de vous DGSE. Êtes privé, mais vous n'êtes pas non plus totalement privé. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire n'importe quoi. Le plus intéressant pour conclure avec cette histoire, c'est que ils n'ont pas eu besoin d'utiliser de failles critiques pour avoir les clés du royaume de Uber, une entreprise à milliards. Et vraiment, tu regardes le process, fondamentalement, c'est achat d'informations sur le dark web, spammer quelqu'un toute la nuit jusqu'à ce qu'il dise oui, trouver un vieux serveur qui traîne avec un script PowerShell et un mot de passe en clair, fini. Genre, vraiment, tu regardes ça, tu te dis, ah oui, donc en fait, on est encore vraiment très loin d'atteindre des niveaux de sécurité importants si même eux, ils sont comme ça. Je vous ai parlé d'un petit gamin qui rend fou des grandes entreprises. On avait fait justement toute une chronique sur comment ils procèdent. C'était dans cette vidéo. Je vous laisse voir.